Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, l'intégration économique européenne. C'est littéralement l'une des constructions les plus dingues de l'histoire moderne. C'est fou quand on y pense, des nations distinctes qui décident de bâtir une immense maison commune. Sur le papier, c'est une architecture brillante, pensée pour générer de la prospérité. Mais, comme on va le voir, les plans comportent de sérieuses failles structurelles. Allez, on pousse la porte et on regarde ça de plus près. Au programme de notre visite, on commence par les fondations de l'intégration, puis la dynamique du marché unique. Ensuite, on regardera comment l'Europe contrôle la concurrence et pilote la conjoncture. Enfin, on analysera l'architecture de la zone euro et ses fameux défis de coordination. Première étape, donc, les fondations. De l'impératif de paix politique à la réalité économique. Il faut se remettre dans le contexte d'après-guerre. L'objectif absolu, à l'époque, c'était la paix. Et pour ça, l'idée de génie a été de lier les économies. Ça démarre en 1951 avec la CCAC, 6 pays qui mutualisent le charbon et l'acier. Puis, en 1957, le traité de Rome pose les bases du marché commun. Les barrières douanières tombent en 1968, l'acte unique de 1986 vient vraiment fluidifier tout ça, et on arrive en 1999 avec le grand saut, l'euro. Une zone monétaire qui devrait d'ailleurs compter 21 membres d'ici 2026. Bref, une sacrée marche vers l'unification. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la dynamique de ce marché unique, le vrai moteur de la croissance européenne. Concrètement, ce marché unique, c'est le cœur du réacteur. Et sa mécanique est redoutablement logique en 3 étapes. D'abord, on fait sauter les barrières commerciales. Du coup, les entreprises se retrouvent face à un marché à l'échelle d'un continent. Elles peuvent produire en masse, ce qui fait chuter leurs coûts à l'unité, c'est ce qu'on appelle faire des économies d'échelle, et forcément, comme les frontières sont ouvertes, la concurrence explose. Pour survivre, il n'y a pas de secret, il faut innover et baisser ses prix. Et le résultat final de cette mécanique, c'est un cercle vertueux. Les prix baissent, donc le pouvoir d'achat augmente, ce qui stimule la demande. En parallèle, les gains de productivité permettent d'investir. Au bout du compte, tout s'aligne pour faire décoller le produit intérieur brut. Troisième point, le contrôle de la concurrence européenne. Autrement dit, les règles de la maison. Parce que bon, un marché géant comme ça ne peut pas être le Far West. Il faut un arbitre intransigeant, et c'est le rôle de la Commission européenne. Les règles du jeu sont hyper strictes. Prenons des entreprises qui s'entendent secrètement sur les prix ou qui abusent d'une position dominante. Eh bien, c'est la sanction immédiate avec de très lourdes amendes. Les opérations de fusion géantes qui risquent de créer des monopoles abusifs, la Commission contrôle ça en amont. Et attention, les États eux-mêmes sont surveillés. Interdiction stricte de verser des aides d'État déloyales à leurs propres entreprises pour ne pas fausser la partie. Sauf que cette rigueur a un coût, c'est le grand débat du moment. En étant aussi stricte sur les fusions, l'Europe s'empêche parfois de créer ses propres champions industriels, capables de peser au niveau mondial. Et face aux titans du numérique, les fameux GAFAM, la régulation montre souvent ses limites. Ces géants rachètent les startups innovantes à tour de bras pour tuer la concurrence dans l'œuf, ce qui est un vrai casse-tête pour les régulateurs. On passe à la 4e partie, piloter la conjoncture économique, les fameux accélérateurs et freins de l'économie. Avoir des règles, c'est bien, mais quand l'économie traverse des tempêtes, il faut pouvoir réagir. Et là, on a 2 grands leviers. Le premier, c'est la politique monétaire. En cas de coup dur, la Banque centrale baisse son taux directeur. Résultat, l'argent coûte moins cher pour les banques, qui peuvent prêter à des taux super intéressants, le crédit repart à la hausse, ce qui booste la consommation et l'investissement. Et on relance la machine. L'autre levier, c'est la politique budgétaire. L'État qui ouvre les vannes de la dépense publique. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique, et c'est même assez risqué. Déjà, ça peut faire flamber l'inflation. Ensuite, face à la dette qui se creuse, on peut se dire que les impôts vont augmenter plus tard et décider d'épargner par précaution plutôt que de consommer. Sans compter que cet argent public peut finir par financer des importations. Et le pire, c'est le fameux effet d'éviction. En empruntant massivement, l'État assèche les capitaux disponibles et fait grimper les taux d'intérêt, ce qui étouffe l'investissement privé. Ce qui nous mène logiquement à notre 5e point, l'architecture de la zone euro. Un transfert de souveraineté absolument inédit. C'est là qu'on touche à la clé de voûte de tout l'édifice. Et c'est fascinant. L'Europe a fait un choix historique unique. D'un côté, on a un toit unique, la politique monétaire. Elle est confiée à la Banque centrale européenne, qui est totalement indépendante des pouvoirs politiques, avec un objectif clair, maintenir l'inflation sous les 2%. Mais sous ce toit commun, on a des chambres séparées. La politique budgétaire reste gérée par chaque État membre. Ils gardent leur souveraineté, certes, mais elle est extrêmement encadrée par des traités européens. Et cet encadrement, il est redoutable. Première règle de ce pacte de stabilité, le déficit public annuel d'un pays ne doit absolument pas dépasser 3% de son PIB. Deuxième contrainte lourde, la dette publique globale d'un État. Le plafond maximum est fixé à 60% de la richesse nationale. Et pour couronner le tout, avec les réformes récentes, on vise carrément un déficit structurel autour de 0,5%. Autrement dit, oui, les États ont gardé les clés de leurs dépenses, mais on a littéralement verrouillé les tiroirs caisses pour éviter tout dérapage qui mettrait la monnaie commune en danger.
Nous voici arrivés à notre 6e et dernière partie, les défis de la coordination. C'est ici que l'architecture révèle toutes ses failles. Que se passe-t-il quand l'économie déraille et frappe ce système un peu hybride? Le premier gros souci, c'est le défaut de coordination. Puisqu'il n'y a pas de budget européen commun massif, chaque pays décide dans son coin. En temps de crise, aucun État n'a envie de s'endetter le premier. On temporise en se disant que le voisin va sûrement relancer son économie et qu'on pourra profiter des retombées sans payer la facture. C'est le problème classique du passager clandestin. Résultat des courses, l'Europe réagit très souvent de façon beaucoup trop lente. Mais il y a un scénario encore plus effrayant. Imaginons une seconde que la crise ne touche pas tout le continent, mais s'abatte de plein fouet sur un seul et unique pays, alors que tous les autres se portent à merveille. Que se passe-t-il? C'est ce qu'on appelle un choc asymétrique, et c'est de loin la plus grande vulnérabilité de la zone euro. Pensez par exemple à une énorme bulle immobilière qui éclaterait uniquement en Espagne, ou une crise bancaire concentrée sur un seul membre. C'est un séisme ultra localisé. Le problème, c'est que l'architecture actuelle de l'Europe n'est tout simplement pas pensée pour éteindre un feu dans une seule pièce de la maison. Le piège se referme instantanément. La BCE gère la monnaie pour l'ensemble de la zone, elle ne va évidemment pas baisser ses taux juste pour sauver un seul État si le reste de l'Europe a peur de l'inflation. Et l'État en crise, de son côté, il ne peut plus imprimer de monnaie et les fameuses règles budgétaires l'empêchent d'emprunter massivement. Sans le levier monétaire et avec un budget menotté, la seule issue autorisée, c'est l'austérité brutale, une potion très amère qui, très souvent, aggrave la récession. En fin de compte, l'intégration économique européenne reste une prouesse absolument magistrale. Le marché unique est une véritable machine à générer de la richesse. Mais, on vient de le voir, séparer la monnaie commune des budgets nationaux crée une fragilité redoutable. Alors, l'Europe saura-t-elle réformer ses propres plans et consolider cette maison commune, peut-être en créant enfin un vrai budget central avant que la prochaine tempête économique ne vienne tester ses fondations? C'est le grand défi des prochaines décennies. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour explorer de nouveaux enjeux de notre monde.